Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du site lepetitjournal.com, le journal des Français et des francophones de l'étranger. Je suis Vincent Garnier, responsable des éditions du petitjournal.com à Madrid. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire qui porte aujourd'hui sur la thématique l'Espagne, une alternative à Parcoursup pour les jeunes expats. On a avec nous pour répondre à cette question Noémie Fréchet, de FE Éduc. Noémie est experte des études supérieures en Espagne. Elle a participé déjà à plusieurs reprises sur des webinaires portant sur la question. Elle est très calée sur le sujet et j'espère que vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous avez pour connaître vraiment les détails des études supérieures en Espagne. Donc, on a une bonne heure ensemble pour défricher le sujet. Vous savez comment ça fonctionne. On a un petit fil de chat à droite. Je vais mettre un petit coucou sur le chat. Et vous aurez via ce... Voilà, donc je vous ai mis bonjour à tous. Vous aurez la possibilité via ce chat de poser les questions que vous souhaitez évoquer avec Noémie. Et nous essaierons d'y répondre de la meilleure façon qui soit. Donc, vous savez comment ça fonctionne. On est ensemble une heure, mais si vous n'avez pas la possibilité de rester avec nous jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Vous recevrez dès la fin du webinaire un email avec le lien pour visualiser le replay de la session. D'accord ? Et puis, de toute façon, aussi, dans les jours qui suivent, certainement la semaine prochaine, on publiera un article au sein des interfaces du petitjournal.com qui résumera un petit peu les points qui ont été abordés sur ce webinaire et surtout qui permettra d'accéder au lien pour voir aussi le webinaire. Donc, pas de panique. Si vous n'êtes pas là avec nous jusqu'au bout, vous aurez toutes les informations dans votre email. Et vous aurez l'occasion aussi de partager, si vous le voulez, ce lien pour que vos amis, vos familles, vos enfants puissent visualiser la vidéo. Je vous invite à nous saluer de votre côté aussi, de nous faire un petit coucou, de nous dire d'où est-ce que vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes avec nous en Europe? Est-ce que vous êtes en Espagne où il a fait un temps exécrable aujourd'hui? Il a neigé à Madrid, il n'a pas fait très beau à Barcelone, d'où nous suit Noémie. Et puis je crois que sur l'ensemble de la péninsule, il a pas fait très beau. Cécile qui nous salue de Montréal sous le froid et le soleil. Bah voilà, on est un petit peu certainement à un moindre degré, mais à la même école aujourd'hui en Espagne. Voilà, si vous êtes depuis les Amériques, il est plutôt tôt le matin. Si vous êtes en Europe, comme Marie-Pierre à Athènes, Gaspard à Madrid, sous la neige peut-être, Mélie à Rome, et ben, on est sous le même créneau horaire. Et puis, si vous nous visualisez depuis l'Asie, il est tard, vous êtes courageux, il est bientôt minuit passé. Bonjour Mathilde du Var, sous les pluies des torrentiels. Bah oui, on est tous sous la même Catherine, comment elle s'appelle la tempête là qui nous frappe sur toute l'Europe. Julia de Londres. Bonjour Julia. Écoutez, merci beaucoup. Continuez à nous faire un petit coucou. Noémie, si tu veux, je te propose que tu te présentes, que tu nous expliques un petit peu quelles sont tes fonctions au sein de FE Éduc et que tu présentes aussi un petit peu FE Éduc. Bien sûr, merci. Bonjour à tous. Effectivement, donc moi, je suis Noémie Fréchet. Je suis experte en orientation et en études supérieures en France et en Espagne. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les étudiants et depuis 5 années spécifiquement pour tout ce qui concerne les études en Espagne. Moi, j'habite à Barcelone. Vincent l'a dit, en parlant du temps, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas très beau ici non plus. Mais j'ai un parcours de vie à l'international. En fait, j'ai habité quand j'étais petite à La Réunion, puis en Espagne, en Argentine, en Australie aussi et en France un peu quand même, avant de revenir m'installer ici. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a amené naturellement à me tourner vers les études en tout cas à l'international pour la plupart des familles que j'accompagne. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je collabore avec FE Éduc. FE Éduc, c'est le nouveau nom de France-Espagne Éducation, qui est clairement la structure de référence pour venir faire des études supérieures en Espagne. En fait, avec FE Éduc, vous allez avoir la possibilité d'avoir des informations, des conseils, un accompagnement personnalisé. Donc, c'est ce qu'on fait chaque année auprès de nombreuses familles et étudiants à travers à la fois des conférences comme on fait là, des salons d'information spécifiques, mais surtout, voilà, un lien personnalisé
où on va pouvoir vous donner les conseils les plus adaptés en fonction de la situation de chacun, parce que pour quelqu'un qui vient d'Athènes, c'est pas pareil que pour quelqu'un qui vient de Rome, ni qui vient de Londres, ni de Montréal. Et donc, on s'adapte en fait en fonction des situations de chacun. On va y venir. On essaiera certainement de répondre aux situations spécifiques dans la mesure du possible justement de ces internautes qui sont un petit peu partout dans le monde. Et puis, ça me fait plaisir parce que c'est l'occasion cette fois-ci vraiment de rentrer sur la question de Parcoursup à proprement parler et en quoi l'Espagne peut être une alternative à Parcoursup, surtout pour des élèves qui ont le souhait de faire un parcours à l'international. Peut-être que c'est un premier point que tu pourrais nous éclairer. Euh, Pourquoi finalement Parcoursup peut avoir ses limites pour ces élèves qui souhaitent avoir des parcours plus internationaux? Alors effectivement, l'Espagne est un point très différent, c'est-à-dire qu'ici en Espagne, il est possible de venir faire des études supérieures, donc directement un post-bac, dans tout type de filière. Il y a des cursus qui vont être réglementés, comme c'est le cas en France, des cursus qui sont plus ou moins faciles d'accès, mais la grande différence et la différence principale, c'est qu'au fur et à mesure des candidatures qu'on va faire en Espagne, on va les faire directement avec chaque université. Il n'existe pas de plateforme qui centralise les candidatures, comme par exemple un Parcoursup en France. Chaque université va avoir sa propre procédure d'admission, va demander des documents qui peuvent être différents. Il n'y a aucune façon d'avoir une vraie centralisation globale sur toute l'Espagne. Ok, donc il va falloir vraiment adapter son dossier et sa démarche en fonction des universités qu'on va cibler. Ça, on y reviendra. Mais pourquoi l'Espagne est une alternative à Parcoursup à proprement parler alors du coup? Alors, particulièrement pour les jeunes qu'on a ici aujourd'hui, à savoir des jeunes qui ont des parcours avec déjà une dimension internationale, l'Espagne aujourd'hui se positionne vraiment comme étant une destination d'études qui propose des excellentes formations avec un très bon rapport qualité-prix et, à part cette semaine où il ne fait pas beau, généralement avec un cadre de vie qui est quand même particulièrement agréable. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, l'Espagne fait partie des lieux de référence en termes de formation et reconnue aussi au niveau européen et mondial pour certains types de formations. Donc, l'intérêt pour des jeunes qui ont déjà un premier pied dans un parcours international, c'est de pouvoir poursuivre en fait un cursus d'études supérieures, donc directement dans le domaine post-bac, en rajoutant une ligne supplémentaire avec une nouvelle expérience d'expatriation, en tout cas d'internationalisation, qui leur donne un avantage concurrentiel assez clair derrière pour tout ce qui va concerner la recherche d'un premier emploi dans un monde qui devient de plus en plus globalisé pour tout ce qui concerne le marché laboral. Une nouvelle corde à leur arc au niveau de l'expérience à l'étranger, dans l'univers hispanophone, une expérience de vie, on l'a bien compris, liée à une qualité de vie plutôt sympa, mais aussi une reconnaissance académique, Noémie, ça, on peut enlever les doutes, les inquiétudes à ce propos-là. Alors, tout à fait. En fait, la plupart, ce n'est pas le cas de toutes les universités, mais la plupart des universités vont proposer des diplômes qui sont des diplômes bien évidemment officiels et reconnus en Espagne, mais pour une grande majorité aussi reconnus maintenant au niveau européen. Dans les professions réglementées, on n'a pas forcément toujours la possibilité d'exercer dans des pays qui sont hors Europe. Il est parfois nécessaire de faire des équivalences, mais au niveau, en tout cas, européen, il est tout à fait possible de pouvoir exercer derrière sur des pays, par exemple, comme la France, si on envisage de rentrer là-bas après avoir fait une formation. Dans des formations spécifiques qui sont réglementées, parfois, il y a des reconnaissances de niveau international qui permettent quand même aux étudiants d'exercer par la suite. C'est le cas, par exemple, de formations en architecture qui peuvent être dispensées en anglais et qui sont reconnues au niveau international en ayant du coup la possibilité d'exercer directement, par exemple, aux États-Unis. Est-ce qu'on peut détailler justement les filières pour lesquelles l'Espagne est particulièrement attractive, notamment par rapport à la France, où il peut y avoir le cas que certaines filières soient saturées? Est-ce que il y a certaines filières qui sont plus appétissantes de ce côté-ci des Pyrénées? Alors oui, ça va être le cas. C'est vrai que historiquement, l'Espagne a très souvent été associée à des études dans le domaine de la santé. Mais pas que, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Espagne, il est possible, si on veut faire médecine, de rentrer en médecine. Si on veut faire dentaire, de rentrer en dentaire. Si on veut faire kiné, de rentrer en kiné. Sans avoir à passer par l'incertitude des concours qui vont être appliqués en France, comme par exemple à la fin de la première année de la PASS ou de la LAS, qui ont généralement très peu de places de formation disponibles pour les étudiants.
C'est le cas aussi, je l'ai dit juste avant, pour les études d'architecture, par exemple. Les ENSA en France sont très sélectifs, c'est très difficile de pouvoir arriver à y rentrer, alors qu'ici en Espagne, c'est tout à fait possible d'envisager d'y rentrer directement en post-bac pour poursuivre 4 années d'études, puis un master derrière qui donne la possibilité d'exercer directement. Donc, c'est vraiment des possibilités d'accès qui sont différentes. Il y a plus de place dans certaines filières. Il y a aussi une pédagogie qui est très différente. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais la façon d'apprendre ici en Espagne est très différente de ce qu'on peut connaître, par exemple, dans certaines universités en France. En Espagne, il y a un système un système universitaire qui est différent de celui qu'on connaît parce qu'en fait, il va y avoir une cohabitation en parallèle du système public et du système privé. Dans les deux cas, vous allez avoir affaire à des formations qui sont de formations de bonne qualité, mais les conditions d'enseignement, la pédagogie appliquée peut différer un petit peu entre l'un ou l'autre. La grande spécificité, c'est qu'en Espagne, on ne peut pas rentrer directement à l'université en ayant juste le bac. Il va falloir avoir obtenu une note minimale qui permettra d'espérer rentrer dans ce cursus-là. Sans avoir obtenu cette note minimale, il ne sera pas possible de rentrer en université publique. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'en Espagne, on ait ces deux systèmes qui cohabitent entre les universités publiques et les universités privées. Parce que dans les universités privées, il y a toujours systématiquement une méthodologie, on va dire, de sélection des dossiers qui est différente de celle du public. C'est l'université qui va décider des critères à prendre en compte pour définir ses propres procédures d'admission. La différence principale qu'on va avoir, c'est vraiment ça, la cohabitation du système université privée et université publique en Espagne, et le fait que parfois, il n'est pas possible de rentrer en université publique dans le critère de son choix parce qu'on n'a pas obtenu les bons résultats, notamment en terminale ou au moment de passer le bac. Dans ce cas-là, il y a une offre dans le privé qui est équivalente, euh, qui permet d'avoir des cursus de bon niveau aussi. Tout à fait, voire même parfois mieux, parce qu'en fait, les universités privées, à la différence des universités publiques, sont financées par les frais de scolarité que versent les étudiants. Donc, c'est très souvent des universités qui sont à la pointe en termes de technologie, quel que soit le cursus d'enseignement. Ils ont des moyens qui sont assez considérables, qui mettent à disposition de leurs étudiants pour garantir des formations officielles, reconnues, et surtout avec un cadre d'apprentissage qui va vraiment être un cadre idéal, dans le sens où il y a vraiment du suivi de la part des professeurs. Il n'y a pas d'enseignement en amphi de 250 personnes à ingurgiter du cours théorique sans relâche dans les universités privées. C'est vraiment quelque chose, une approche qui est faite différemment, avec des petits groupes, et très souvent la pratique qui est mise en place dès la première année, et ce, quel que soit le cursus d'enseignement. Ok, donc on rentre petit à petit sur ces différences qu'il y a entre le système français et le système espagnol. On va continuer à défricher tout ça. Je vous invite à poser vos questions à Noémie sur ces sujets-là. En attendant, moi j'en ai une. Je voulais savoir comment fonctionne concrètement l'admission dans les universités espagnoles pour un élève français. C'est une très bonne question, Vincent. Et ma réponse, vous allez voir, je vais souvent utiliser ça aujourd'hui, mais c'est ça dépend. Ça ne sera pas le même fonctionnement pour accéder à l'université publique en Espagne qu'à l'université privée. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure, mais les universités privées ont toutes leurs propres procédures d'admission. Donc, il ne va pas falloir forcément les mêmes documents si on veut intégrer une université ou une autre. Et même d'un cursus à l'autre, les procédures d'admission peuvent varier au sein des universités privées. Dans les universités publiques, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'il va y avoir un petit problème de décalage pour les étudiants qui peut-être nous regardent, ou en tout cas les parents d'étudiants qui sont actuellement en terminale, parce qu'il va y avoir la possibilité d'obtenir en France, en tout cas, son bac avec les résultats qui tombent début juillet. Et en Espagne, pour s'inscrire à l'université publique, il va y avoir simplement la possibilité de s'y inscrire à fin juin. Il y a une autre session en septembre, mais généralement, il reste très peu de place, surtout dans les cursus les plus demandés. Donc là, vous allez avoir un premier problème qui va être un problème de calendrier. Candidater dans les universités publiques l'année de la terminale, c'est très compliqué. Dans les universités privées, en fonction de l'université, ils vont décider des critères qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour examiner les dossiers des candidats. Dans certaines universités, ils vont vous demander les notes de première et que les notes de première. Dans d'autres universités, ils vont prendre les cursus des années en cours. Quand c'est des étudiants qui ont déjà commencé des études universitaires, par exemple, on travaille beaucoup avec des étudiants qui ont tenté une PASS ou une LAS et qui souhaitent ensuite venir en Espagne, certaines universités vont prendre en compte les notes de première, d'autres les notes de terminale et les relevés de notes du bac, et d'autres ne vont juste purement et simplement pas considérer ce qui aura été fait pendant les années universitaires en France. Donc les critères d'admission, là encore Vincent, sont très variables et dépendent à la fois du cursus d'intérêt et de l'université. Si je comprends bien, il va falloir vraiment avoir à l'esprit ces questions d'échéance pour candidater et pour savoir quand on candidate et à quel moment on présente son dossier. On y reviendra si tu veux. Et je pense que ça aussi, ça mettra en relief l'accompagnement que vous faites
très spécifiques sur justement les besoins de chacun. Là, on a un internaute qui nous demande quels sont les cursus disponibles en langue anglaise. Aujourd'hui, en Espagne, il y en a plusieurs dans plein de domaines différents. Ça peut être le cas de certains enseignements en lien avec la santé, ça peut être médecine, ça peut être kiné, ça peut être dentaire, ça peut être aussi, par exemple, des métiers réglementés différents comme architecture, tout ce qui touche aux écoles de commerce, donc tout ce qui peut être business, marketing, data science, donc vraiment tout ce qui est en lien avec l'ingénierie aussi, l'ingénierie de tout type d'ingénierie d'ailleurs, qui peut être enseignée en anglais. Les universités ne le proposent pas toutes systématiquement, mais il y a de plus en plus de cursus qui sont disponibles aujourd'hui en langue anglaise. Un des critères d'admission va être du coup, à ce moment-là, en fonction des cursus aussi, le niveau de langue qui va avoir un impact. Pour les étudiants venant de l'étranger, très souvent, les universités vont leur demander de justifier d'un certain niveau de langue. En fonction de la langue d'enseignement, le niveau dont il va falloir attester, en tout cas qu'il va falloir pouvoir justifier, peut être demandé dans une langue ou dans une autre. Et on rentre dans le vif du sujet. Et là, on a justement Julia qui nous demande, nous sommes intéressés par des études de médecine en anglais à l'université de Navarre pour mon fils de 15 ans, scolarisé en école anglaise. Il semble qu'il y ait un examen d'entrée dans les matières scientifiques. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, tout à fait, Julia, ça dépend effectivement des universités. Certaines universités vont demander, en plus du niveau du dossier scolaire et de l'examen du niveau de langue, en l'occurrence votre fils, de lui faire passer des examens d'entrée pour lesquels il peut y avoir des matières scientifiques. Là encore, ça va dépendre des universités. Certaines vont faire passer des tests en lien avec des matières comme la biologie, d'autres les mathématiques. Si c'est pour accéder à l'université publique, il va falloir passer les examens d'entrée à l'université. Ça, c'est des examens qui viennent se passer pour les étudiants espagnols en plus du baccalauréat, puisque c'est ce qui va permettre aux étudiants d'obtenir leur fameuse nota de corte, donc à savoir la note d'accès qu'ils vont avoir pour savoir s'ils ont assez pour prétendre rentrer dans une filière ou une autre au sein de l'université publique. Et à ce moment-là, les matières scientifiques peuvent varier en fonction de ce qui est le plus stratégique pour la candidature de votre fils. Très souvent, si c'est pour médecine, ça va être quand même des matières en lien avec les matières scientifiques, effectivement. Mais après, c'est à vous de choisir en fonction de la matière qui va pondérer le plus, celle qui stratégiquement va être la plus intéressante pour sa candidature. Merci Noémie. Gaspard nous demande, y a-t-il un choix large dans la filière géopolitique-économie? Alors, en Espagne, il existe des formations sur tout ce qui touche à la partie géopolitique. Il y a des formations en relations internationales, notamment. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des doubles cursus, donc doble grado, qui permet de combiner, par exemple, les relations internationales pour la partie un peu plus géopolitique, avec, par exemple, des choses en lien avec l'administration d'entreprise, qui retoucherait un petit peu à la partie économie. Oui, il y a des choix dans pas mal d'écoles présentes ici en Espagne ou d'universités, qu'elles soient publiques ou privées, pour tout ce qui concerne géopolitique et économie. C'est Alexia qui nous demande, existe-t-il un classement des universités privées pour toute l'Espagne? Il doit en exister plus d'un à mon avis. Alors effectivement, les classements, c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes parce que ça dépend de ce que vous allez rechercher. Au-delà du classement qui parfois peut être fait sur la renommée d'une école ou en fonction des relations entre la personne qui établit le classement et l'école, ce qu'il faut vraiment regarder, ça va être plutôt déjà en fonction du cursus, le ratio, par exemple, le nombre de professeurs par enseignant. De combien sont les groupes? Quelle est la dimension pratique qui va être mise à disposition des élèves au cours de leur apprentissage? Quels sont les partenariats que l'université va pouvoir avoir dans tel ou tel domaine en fonction du domaine d'intérêt des universités, notamment Alexia? Parce que c'est vraiment ça qui va permettre, en plus du ranking, dans certains cas parfois, de faire un choix. Et pas de se baser spécifiquement sur le classement qui veut parfois pas dire grand-chose en fonction des cursus. Pour le classement, je viens juste d'en mettre un parce que c'est un article qu'on a publié ce matin sur le petitjournal.com Espagne avec, bon, là, il s'agit des universités européennes, mais bon, ça peut vous donner des points de référence pour votre recherche et vous verrez 5 des universités espagnoles qui apparaissent là-dedans. Karine qui demande, et puis après on reviendra sur la question de la langue, Noémie, mais Karine qui dit, nous sommes intéressés par des études en kiné dans une université espagnole. Comment trouver les universités qu'ils proposent? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Alors, en Espagne, il y a beaucoup d'universités qui vont proposer des études de kiné. Attention à toujours bien vérifier que ces écoles-là vont vous proposer des diplômes qui sont officiels et reconnus au niveau européen.
C'est le cas de toutes les universités qui sont sélectionnées par FE-Éduc, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les universités qui vont faire de la pub pour chercher des étudiants en Espagne. Donc, pensez toujours à vérifier la validité et la légalité du diplôme que vous allez obtenir après les 4 années d'études, puisque kiné en Espagne, c'est 4 années d'études. Comment trouver les universités qu'ils proposent? Eh bien, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire des recherches sur Internet si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous adresser à des organismes comme FE-Éduc, par exemple, qui vont vous permettre d'avoir accès à toute une liste d'universités fiables, de qualité, et qui vous accompagneront pour voir quelle est l'université la plus adaptée par rapport au projet que vous allez avoir, vous, en tant que famille, pour faire des études de kiné dans une université espagnole. Est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Oui, la plupart des écoles en proposent. Vous pouvez les trouver directement sur leur site et vous avez aussi chez FE-Éduc des journées portes ouvertes qui sont réservées aux membres que l'on accompagne pour pouvoir venir sur la plupart des campus des universités avec lesquelles nous collaborons. On parlait de langue tout à l'heure. Il y a 2, 3 petites questions encore qui remontent, j'y reviendrai après. Et là, on est vraiment en train d'entrer dans le vif du sujet. Mais est-ce qu'on peut venir en Espagne en farfouillant 3 mots d'espagnol et 2 mots d'anglais? Ou est-ce qu'il y a des niveaux de langue, et notamment espagnol ou catalan parfois, ou galicien, j'en sais rien, ou basque, qui sont requis selon les destinations? Comment ça se passe? Et l'anglais, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des certifications qui sont demandées? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, pour tout ce qui va concerner les langues, encore une fois, ça va dépendre des universités. Certaines universités qui proposent des cursus en langue étrangère, donc à savoir par exemple en français ou en anglais, ne vont pas spécifiquement demander toujours des reconnaissances officielles, mais peuvent quand même, si elles le souhaitent, soit demander des certificats reconnus, type par exemple pour l'anglais un Cambridge ou un TOEIC ou un TOEFL, ou faire passer les tests d'admission. Donc, lors des tests d'admission, demander à l'étudiant de passer un test pour connaître son niveau de langue au moment de sa candidature. Ça, c'est possible. Ce qu'il faut bien garder en tête, et tu l'as brièvement dit, c'est qu'en Espagne, Vincent, il y a des communautés autonomes qui ont des langues co-officielles. C'est le cas de la Catalogne, des Baléares, de la Galice et du Pays Basque. Dans ces communautés co-autonomes, où il y a des langues co-officielles, ça veut dire qu'il va y avoir la possibilité pour les professeurs d'assurer un enseignement dans l'une ou l'autre des langues officielles dans cette communauté autonome. Ça veut dire qu'on peut être amené à venir en Espagne et devoir se retrouver à faire des cours en catalan ou des cours en espagnol, et inversement, ou pareil avec le basque et le gallego. C'est des choses qu'il faut bien avoir en tête pour faire le bon choix dans sa destination au moment où on va vouloir partir. Après, par rapport à la question, est-ce qu'on peut venir en Espagne sans parler espagnol? C'est une question qu'on a très souvent. Les conditions d'accès pour les études supérieures en Espagne évoluent, varient en fonction des demandes des universités. Donc, ça peut changer. Ce que je vais dire aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain ou l'année prochaine. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est quand même beaucoup mieux de parler espagnol à un moment ou à un autre. Si on prend par exemple les étudiants dans les domaines de la santé, qui vont venir faire des formations ici, en Espagne. À un moment donné, dans le cadre de leur formation, ils vont se retrouver confrontés à des patients, puisqu'ils vont être dans des lieux de stage, comme des cliniques ou des centres de rééducation. En étant ici, en Espagne, ces patients vont forcément, à un moment, parler espagnol. Donc, il va falloir que les jeunes qui débarquent en Espagne aient un minimum de connaissances. Au-delà de ça, même pour la vie quotidienne, si l'idée, c'est de venir rajouter une expatriation supplémentaire, donc découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouvelles villes pour la durée des études. L'idée, c'est quand même d'en profiter pour découvrir un petit peu le côté culturel que peut apporter l'Espagne. Et ça, il va falloir le faire en ayant quand même un minimum d'espagnol à un moment ou à un autre. Tout à fait. Et je reviens sur l'anglais, puisque Gaspard, qui nous avait déjà posé une question, demande maintenant. J'essaie actuellement d'accéder au doble grado de Instituto de Empresas, IE, Relations internationales BBA, mais je dois avoir le niveau C1 en anglais, ce qui me cause encore quelques difficultés. Y a-t-il de bons programmes de ce style acceptant un niveau B2 ou un niveau B2? Oui, Donc un il niveau un peu moins élevé. y en a plein qui ne demandent pas forcément l'équivalent d'un niveau C1. En Espagne, dans des écoles privées notamment, il est tout à fait possible d'avoir un doble grado, relations internationales et l'équivalent d'un AD ou International Business. Et un niveau B2 peut être suffisant en termes de niveau d'anglais pour y accéder, sachant que ce n'est pas forcément non plus un niveau qui a besoin d'être certifié par une certification officielle. Donc oui, Gaspard, on peut t'aider pour trouver une université qui correspond à ton projet. Et donc, j'en profite pour dire qu'on mettra dans le chat à la fin de la session les coordonnées de Noémie pour que vous puissiez la contacter et avoir des réponses très précises à vos problématiques. Vous le retrouverez dans le chat et sur les articles aussi qu'on publiera, il y aura certainement des liens qui permettront
rejoindre les plateformes de FE Éduc. Mais c'est vrai, voilà, que là, je pense que ça demande vraiment de rentrer dans des situations très, très concrètes et le mieux, c'est d'en parler de vive voix avec toi. La question de l'anglais est vraiment présente là sur les questions qui nous sont posées. Mélie, qui était à Rome sous la pluie, si je me rappelle bien, nous dit à propos, je crois, de son fils, il est en ce moment en deuxième année de Hospitality Management en anglais avec Vatel et souhaite à la fin de ce cursus s'orienter vers les data science. Y a-t-il beaucoup de choix en école ou en université en anglais? Oui, il y en a. Si c'est pour un master spécifiquement, il faudra voir au niveau de la reconnaissance parce que par rapport à la durée du cursus de l'Hospitality Management de Vatel, il peut y avoir un décalage. En Espagne, l'équivalent des licences se fait en 4 années. Donc, un grado correspond à un certain nombre de crédits ECTS. En France, je ne sais pas s'il est chez Vatel en France ou en Espagne, parce qu'il y a aussi Vatel en Espagne, correspond à un certain nombre de crédits qui n'est pas forcément aligné. Mais il est tout à fait possible quand même de venir faire des masters en Espagne spécifiquement sur ce sujet ou de refaire un cursus complet sur tout ce qui concerne les data science. Oui, sans problème. Et il y a des choix, oui, d'écoles qui proposent, enfin d'écoles ou universités. En fait, en Espagne, on ne fait pas vraiment la différence. C'est des universités privées qui proposent ce genre de cursus. Oui, tout à fait. Donc là, encore une fois, vous seriez en mesure de transmettre une liste, mais il faudrait le mieux, ce serait d'en parler avec vous directement. Oui, en fait, effectivement, Julia, parce que dans les cas comme ça, ce qu'on va faire, nous, quand on accompagne individuellement les familles, c'est qu'on va regarder par rapport au dossier. Donc, en l'occurrence, le fils de Mélie, en fonction de son dossier scolaire, de ce qu'il a fait jusque-là et de ce qu'il recherche, on va pouvoir lui conseiller plutôt une école plutôt qu'une autre. Nous, chez FE Éduc, on est présent sur le terrain. Moi, j'habite à Barcelone, mais on est plusieurs. Et on connaît les écoles et on connaît les campus. Et donc, en fonction de ce que la famille va rechercher, on va pouvoir adapter nos recommandations pour dire plutôt celle-ci, plutôt celle-là, voire d'en conseiller plusieurs si c'est nécessaire parce qu'on estime que le dossier peut être un petit peu compliqué à faire passer. Mais oui, on est tout à fait en capacité. Mais là, on rentre dans le détail de l'analyse du cas individuel de chacun. dans un cas plus général, Julia qui demande, est-ce que les universités privées proposent des conditions, entre guillemets, avantageuses aux étudiants étrangers? Je veux dire en termes de critères d'admission. Est-ce que c'est plus facile de rentrer en étant étranger? Pas forcément, ça peut être le cas dans certaines universités, mais pas forcément, c'est-à-dire que généralement les procédures sont similaires. Il y a parfois, à l'inverse, des universités qui appliquent des quotas réservés au nombre de places pour les étrangers pour s'assurer qu'ils gardent quand même des places pour les étudiants espagnols. Donc, c'est pas forcément plus simple, mais c'est pas forcément plus compliqué. Ça va vraiment dépendre des universités. Certaines universités ont des procédures qui sont très faciles à faire, qui passent par très peu d'étapes et ça déroule relativement facilement. D'autres sont beaucoup plus contraignantes, ont des mécanismes qui sont calés de façon différente avec beaucoup de documentation à fournir, des entretiens à passer en plus avant de pouvoir avoir une réponse. Donc, ça dépend vraiment des universités. Il n'y a pas forcément un tapis rouge qui est déroulé, mais il n'y a pas forcément des difficultés qui sont mises face aux étudiants venant de l'étranger. Ce qui est impératif, par contre, c'est de pouvoir faire reconnaître en fait le fait qu'on a déjà fini des études secondaires dans le pays d'origine pour pouvoir prétendre accéder à des études universitaires ici en Espagne. Et ça, dans tous les cas, il va falloir pouvoir accréditer de l'équivalent du bac. Et c'est des démarches administratives qu'il va falloir faire. Mais ça, tout le monde doit le faire, quel que soit le niveau d'études et le lieu en fait d'origine de ces étudiants-là. Je vais essayer de répondre aux questions qui remontent au fur et à mesure. Ça nous fait faire des petits allers-retours, mais c'est vraiment très pertinent aussi à chaque fois. Y a-t-il des universités publiques privées qui offrent un cursus en droit en anglais? Oui, il y en a. J'en ai plusieurs en tête. Après, ça dépend de quel type de droit, mais oui, il y en a et j'en ai plusieurs en tête, effectivement, qui sont possibles. Ça dépend du dossier, ça dépend de ce que vous recherchez. Il y a des solutions dans différentes villes en Espagne, tout à fait. Et Marie-Pierre qui demande, certaines universités demandent-elles des documents du type personal statement à rédiger, comme au Royaume-Uni? Certaines peuvent le demander. Le calendrier n'est pas le même de toute façon sur les candidatures, Marie-Pierre. Pour tout ce qui va être UCAS, par exemple, il est possible de candidater plus tard en Espagne. Donc, certaines universités peuvent le demander. Ce n'est pas indispensable et ce n'est pas impératif parce que la plupart des procédures sont quand même plus simples que ce qui est demandé au UK. Je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, Noémie. Il y a toujours une question de reconnaissance, notamment du baccalauréat. Il va y falloir faire en sorte que ce baccalauréat soit accrédité pour postuler. Ouais. Mais dans la même dynamique, quand on a obtenu le diplôme espagnol, donc à terme, est-ce qu'il y a une reconnaissance des diplômes entre l'Espagne et la France? Comment ça se passe?
Ça dépend des cursus. Pour tout ce qui va être profession réglementée, même si le diplôme est reconnu au niveau européen, il est parfois nécessaire de passer par un certain nombre de démarches administratives. Par exemple, je prends l'exemple des kinés. Qui viennent, donc des kinés français, même s'ils viennent de l'étranger, qui viennent se former en Espagne et qui ont pour ambition d'aller travailler par la suite en France. Ils vont devoir passer, leur diplôme va être officiel et reconnu, mais avant de pouvoir exercer, ils vont devoir passer par une commission qui s'appelle la DRETS, qui va leur demander de vérifier l'ensemble des nombres d'heures de stage qui ont été effectuées dans chacune des spécialités. Suite à cet examen, la DRETS délivrera donc la possibilité d'exercer. Si jamais l'étudiant avait été amené à refaire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il doit faire un stage en pédiatrie, en gériatrie, en neuro, et il a été obligé de refaire 2 fois un stage en gériatrie parce que pour des raisons de disponibilité, à ce moment-là, la DRETS leur demandera ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Et ça va passer par le fait de refaire un stage, un certain nombre d'heures de stage, pour justifier de la compétence dans cette spécialité-là très concrètement. Donc, en gros, cet exemple, c'est pour vous dire que oui, le diplôme reste valable et il sera reconnu, mais parfois, notamment pour les professions réglementées, il va être nécessaire de passer par des démarches administratives plus ou moins longues, sachant que l'administratif peut être parfois long. Mais en général, c'est assez simple et il y a quand même des étapes qui sont assez claires pour savoir comment le faire. Et tu sais si vous avez une grande proportion de vos étudiants qui restent en Espagne après leur parcours? On en a, c'est effectivement un des risques. Clairement, quand on vient en Espagne et qu'on s'habitue au mode de vie espagnol, on est plusieurs à ne pas forcément être repartis. Donc, on en a. On n'a pas forcément une statistique précise parce qu'on en a aussi qui restent ici juste pour une petite période de temps, le temps de gérer tout l'administratif en France, par exemple. Et on en a qui choisissent effectivement de ne plus jamais repartir. Oui, c'est un des risques. Ça peut nous emmener un petit peu sur, si tu veux nous dire un petit peu à quoi ressemble la vie étudiante en Espagne. Voilà. Est-ce que tu as une petite photographie à nous faire sur le sujet? J'ai vu qu'on était plusieurs là dans le call aujourd'hui à être soit à Madrid, soit à Barcelone. Je pense que du coup, pour les autres, ceux qui ne connaissaient pas encore l'Espagne, écoutez, les clichés sont assez vrais. En Espagne, la population est très accueillante. Les gens vivent très souvent dehors. C'est un pays très convivial. C'est un pays résolument safe. Donc, je veux dire ça pour les gens qui viennent de l'étranger, c'est toujours un des points d'inquiétude. Est-ce que mes enfants vont se retrouver dans un cadre de vie, un cadre d'études qui est sécurisé? L'Espagne est un pays très sécurisé et particulièrement agréable à vivre, ne serait-ce que par rapport à la culture, voilà, ce côté communautaire, vivre à l'extérieur. Et en plus, il n'y a pas besoin de le repréciser, mais il y a plusieurs villes en Espagne qui sont reconnues au niveau international comme étant de très belles villes étudiantes. Oui. Ça touche la qualité de vie. Après, au niveau de la façon d'étudier, de l'exigence académique, tu as un mot sur la question? Oui, alors en Espagne, on ne redouble pas. Et ça, c'est toujours quelque chose qui surprend. Mais par contre, on ne valide pas forcément les années les unes après les autres. En Espagne, il faut valider la totalité de ces matières. Mettons que sur la première année de tes études, Vincent, tu avais 10 matières à valider. Si tu en as validé 8 avec la note de 9 sur 10 et 2 qui restent à 4 sur 10, ces 2-là ne seront pas compensés. Il va quand même falloir que tu les valides. C'est un exemple qui est purement théorique parce que parfois, certaines matières pour être validées ne sont pas au niveau de la moyenne, mais peuvent être un petit peu plus haut et auquel cas les professeurs préviennent les étudiants dès le début directement pour qu'ils soient au courant. Donc, il y a un enseignement qui se fait différemment. Les professeurs sont généralement assez proches des étudiants. Déjà, dans le relationnel, c'est vrai que c'est différent. Les professeurs ici en Espagne ont tendance à considérer les étudiants comme des futurs professionnels, donc des futurs pairs, si je peux le dire de cette façon-là. Et il n'y a pas forcément cette distance qu'on peut avoir en France entre je suis le professeur, vous êtes les étudiants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui crée une dynamique et un échange, en tout cas un cadre d'apprentissage qui est différent et qui permet aux étudiants de s'épanouir. Et pour le coup, les clichés sont sur peut-être l'idée que les choses seraient moins rigoureuses qu'ailleurs sont vérifiés ou pas? Non, les clichés sont pas vrais. On a très souvent entendu pendant les dernières années qu'on venait en Espagne acheter un diplôme. Alors, c'est pas le cas. En Espagne, les formations sont strictes. Les universités ont une réputation à garder parce que c'est des universités de qualité. Donc, il ne s'agit pas de venir ici et de dire que de toute façon, j'aurai mon diplôme à la fin. Pas du tout. C'est vraiment des universités où il va quand même falloir fournir du travail personnel parce que c'est le cas. La qualité de l'enseignement est connue et reconnue au niveau international. Je n'ai pas vu le top que vous avez publié, mais il y a, j'imagine, un certain nombre d'universités qui sont reconnues comme étant les meilleures en Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a de la reconnaissance même au niveau international sur la qualité d'enseignement qui est proposée aujourd'hui en Espagne dans tout un tas de cursus différents.
Julia, tout à l'heure, demandait s'il y avait des conditions plus avantageuses pour les étrangers pour accéder aux universités ou à certaines universités espagnoles. Elle nous pose deux questions ici. Donc, dans l'ordre, dans les ordres, quand est-ce que l'aide à la préparation à l'examen d'entrée des universités doit-elle être entamée? Est-ce qu'un an avant convient? Ça dépend du projet, en fait. Si c'est dans l'université publique, on ne sera pas en capacité d'accompagner directement l'année du bac par rapport au décalage. En fait, on ne peut pas fournir un travail de qualité sur un délai qui est si court, donc c'est compliqué pour nous. Par contre, plus le projet est anticipé, plus le projet a des chances de réussite. Pourquoi? Parce que forcément, un projet qui a été anticipé avec un travail, par exemple, pour se mettre à niveau en espagnol ou à niveau en anglais, organiser au mieux l'arrivée du jeune dans un pays différent, c'est un projet qui a beaucoup plus de chances de réussir in fine. Donc, il n'est jamais trop tôt pour se renseigner. Un an avant, c'est bien, mais on a aussi des gens qui arrivent plus tard et qui s'y prennent au dernier moment. Mais on a aussi des gens qu'on accompagne depuis presque, je crois que la fin du collège, voire la seconde, qui savent pertinemment que ce qu'ils ont envie de faire, c'est passer par l'Espagne. Et auquel cas, on donne nos conseils pour justement préparer au mieux ce projet-là et du coup maximiser les chances de réussite. Euh, Julia avait une autre question. Elle fait référence à, entre guillemets, vos universités que vous nommez sur le site de FE Éduc et demande, mais donc, qu'en est-il des autres universités? Bon, bah, j'imagine que vous avez des rapports privilégiés avec certaines structures, mais tu vas nous expliquer. Ouais, alors en fait, FE Éduc, ça fait plus de 12 ans qu'on existe et qu'on fait venir les étudiants en Espagne. On a accompagné plus de 10 000 étudiants aujourd'hui et on a, du coup, au fur et à mesure du temps, construit un réseau d'universités partenaires avec lesquelles on collabore. Certaines sont des universités publiques, d'autres sont des universités privées. On met en place un certain nombre de critères. La plupart sont objectifs pour pouvoir savoir si on va référencer des universités et les proposer, du coup, aux familles qu'on accompagne. On va regarder, bien évidemment, le type de reconnaissance de diplôme. Est-ce que ce sont des diplômes officiels? Le type d'enseignement, le ratio nombre de professeurs par étudiant, les types d'accords de stage qui vont être proposés notamment aux étudiants dans le cadre de leur cursus, les conditions d'enseignement, on va aller se renseigner sur le campus, on se renseigne aussi sur le retour des professionnels une fois que les étudiants sont diplômés. Si toutes ces catégories-là sont réunies, alors on va rajouter un dernier point qui, lui, est un peu plus subjectif, c'est est-ce qu'on proposerait cette université à nos propres enfants? Si la réponse est oui, à ce moment-là, on va accepter de la proposer pour les vôtres. Si la réponse est non, on ne les référencera pas. Donc, quand on parle de nos universités, c'est celles qui ont passé ce premier filtre, on va dire, et celles avec lesquelles, du coup, on collabore et vers lesquelles on vous envoie, vous et vos enfants, en l'occurrence, pour faire des études supérieures. Donc, les autres universités en Espagne, il en existe plein, dans tout un tas de domaines. Je l'ai dit au début, attention à vérifier toujours la légalité et la qualité du diplôme qui sera obtenu. Parce que ce n'est pas forcément toujours le cas partout. Complètement, les autres universités, elles ne sont pas référencées chez vous pour des bonnes raisons, puisque vous avez donc établi des critères de référencement. Tout à fait. Sur lequel vous vous engagez concernant la qualité des études au sein de ces structures. Ok. Gaspard, qui nous demande, après avoir étudié dans des lycées français, avoir étudié dans des lycées français peut-il être valorisé ou pas spécialement? Gaspard, si je ne dis pas de bêtises, il est soit à Madrid, soit à Barcelone, il me semble l'avoir vu passer. Ça peut, dans le sens où ça veut dire qu'il y a déjà une certaine connaissance du niveau de langue, si c'est dans le même pays. Après, en termes de reconnaissance, c'est pas quelque chose qui va être spécifiquement valorisé et pris en compte par les universités, il faut être très clair, mais le fait d'avoir un baccalauréat français ou international va faciliter par contre la reconnaissance donc, de la crédentiale, de l'équivalent du bac, et donc permettre l'accès aux universités peut-être de façon plus simple quand c'est un système scolaire européen que quand c'est un système scolaire étranger. Quand je dis étranger, je veux dire… Pardon, vas-y. Pardon. Quand je dis un système scolaire étranger, je veux dire par exemple des systèmes scolaires pour lesquels il n'y aurait pas d'accord spécifique, notamment avec l'Espagne en termes de reconnaissance du niveau d'études. Okay. Je voudrais vraiment que tu puisses répondre à cette question de Sophie, qui dit, peut-on revenir sur le calendrier d'inscription des universités publiques? Y a-t-il des universités publiques en tourisme international pour ma fille actuellement au lycée français de Mexico, qui est déjà presque trilingue et binational biculturel? Cette question des calendriers, elle est quand même assez essentielle. Alors oui, le calendrier est assez essentiel en Espagne parce que les inscriptions en université publique vont se faire la dernière semaine du mois de juin.
En fonction des lycées français du monde, il peut y avoir des différences en termes de moment d'obtention des résultats du bac. Et c'est là où peut-être ça va pouvoir se jouer, Sophie, pour voir si le bac est obtenu avant cette session-là, donc avant la possibilité de s'inscrire aux universités publiques. Je me souviens plus du reste de la question, pardon. Je peux relire. Je suis remontée dans le chat. Elle demandait s'il y avait des universités publiques en tourisme international. Alors oui, il y en a qui proposent du tourisme. Après, là, tout de suite, maintenant, identifier lesquels, je ne vais pas pouvoir le faire, il va falloir que je fasse un peu des recherches. Mais oui, il y a la possibilité de le faire. Et après, il y a aussi d'excellentes écoles qui sont pour le coup dans le privé. Mais l'Espagne étant un pays très reconnu au niveau international en termes de formation en tourisme, il y a des options. Oui, effectivement. Est-ce qu'avoir un baccalauréat français international, section américaine, est un avantage pour accéder au cursus en anglais? Ça peut l'être, mais ce qui sera déterminant, ce sera surtout et avant tout le niveau d'anglais de l'élève au moment de passer les tests, parce que les universités vont exiger des niveaux qui peuvent être différents en fonction du cursus, en fonction de l'université. Généralement, historiquement, on voit que c'est très souvent l'équivalent d'un niveau B2. Le fait d'avoir un bac français ou un BFI, donc section américaine, va pouvoir permettre d'avoir l'accès reconnu comme étant un baccalauréat, donc de type français, donc européen. Ensuite, le niveau de langue fera la différence et ça dépendra, là encore, des critères d'admission de chacune des universités. Moi, j'avais prévu une petite question qui était quels sont les débouchés possibles après des études en Espagne? Je vois que c'est Mathilde qui demande, et ça sera complémentaire, est-ce que le taux d'insertion et le niveau de rémunération à l'embauche en France et à l'international est identique pour un étudiant issu d'une formation espagnole que pour un étudiant issu d'une université ou d'une école française? C'est une très bonne question, Mathilde. Ce n'est pas forcément un chiffre que je vais avoir à vous donner là tout de suite maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est quand c'est des jeunes qui ont une dimension internationale, ils ont aussi un autre réseau et une autre ouverture d'esprit et que généralement, ça facilite quand même l'insertion sur le marché du travail. Comme pour tout, il y a des filières où le réseau va être très important. Par exemple, très souvent, si c'est des jeunes qui sont pris en stage, en Espagne, c'est assez classique, si le stage se passe bien, de pouvoir être embauché derrière. Et à ce moment-là, il y a la possibilité de pouvoir rester directement et exercer dans la foulée. Donc, ça dépend vraiment du type de cursus. Le taux d'insertion, le niveau de rémunération, ce qui est certain, c'est que la rémunération en Espagne va être plus faible peut-être qu'en France. Mais ça dépend des cursus, là encore, j'allais dire ça, mais ça dépend un peu des cursus. Mais ça rajoute, si vous voulez, une dimension internationale de toute façon dans le cursus du jeune et dans le parcours du jeune qui va lui permettre peut-être plus que sur le taux d'insertion, mais en tout cas de se différencier par rapport à ses premières recherches sur le marché du travail. Oui, tout à fait. Et donc, en termes de débouchés, est-ce qu'il y a des débouchés après des études en Espagne qui sont particulièrement remarquables? Ça dépend du type de formation, mais moi j'ai par exemple un exemple d'un étudiant qui voulait faire des formations en kiné parce que son objectif était de travailler dans le milieu sportif en fait, qui a toujours voulu faire kiné du sport et travailler avec des sportifs professionnels. Cet étudiant-là, après avoir effectué un master, a travaillé pendant 2 ou 3 années dans un club de foot en Italie, puis est aujourd'hui en train de travailler en tant que kiné de la sélection de rugby espagnole de rugby à 7. Donc, il est possible d'avoir de très bonnes réussites. Est-ce que c'est spécifiquement parce qu'il est passé par l'Espagne? Peut-être pas. Est-ce que c'est la combinaison de son expérience, de son attitude et de son réseau qui lui a permis d'arriver là où il en est? Probablement. Donc, les débouchés vont vraiment dépendre, en fait, Vincent, du type de cursus que l'étudiant choisit. Forcément, ce n'est pas la même chose d'aller s'épanouir ou ensuite d'évoluer quand on est dans une profession réglementée comme par exemple les milieux de la santé ou comme par exemple dans le milieu du commerce, du marketing, des relations internationales où là, ça va aussi vraiment dépendre des expériences que les jeunes vont acquérir tout au long de leur scolarité et même après du réseautage qu'ils vont pouvoir effectuer. Sauriez-vous indiquer les différences entre les études de médecine en Espagne, en France et en Angleterre? Julia a des questions bien précises. Alors non, sur l'Angleterre, je ne vais pas pouvoir parce que je ne maîtrise pas spécifiquement ce système éducatif qui est assez particulier et je ne voudrais pas vous dire des bêtises puisque je ne le maîtrise pas. Par contre, les études de médecine en Espagne, comment ça se passe? C'est 6 années d'études avant de passer l'examen du MIR. L'examen du MIR est l'examen qui, derrière, permet de savoir quelle va être la spécialité vers laquelle les étudiants vont être redirigés. Il faut savoir qu'il y a énormément d'étudiants qui passent les examens du MIR, mais très peu de places de formation derrière, donc c'est un examen qui est très concurrentiel. Ensuite vient la période de la spécialisation, donc sur les différentes années d'études correspondant au choix de la spécialité qui aura été fait par l'étudiant ou qui aura été définie en fonction de son classement au MIR.
La différence principale avec la France, c'est qu'il n'y a pas de concours, c'est-à-dire que les possibilités d'accès sont difficiles. Ça fait partie des cursus les plus compliqués d'accès en Espagne parce que c'est très concurrentiel et la note minimale demandée pour pouvoir y accéder fait partie des plus hautes d'Espagne. Mais par contre, une fois qu'on est rentré et qu'on travaille régulièrement, il n'y a pas ce principe de concours qu'on va pouvoir avoir, par exemple, en France, et cette incertitude. En France, quand on fait une passe ou une LAS, il faut impérativement arriver à être parmi les premiers pour pouvoir espérer passer à l'oral et derrière être sélectionné pour rentrer du coup sur les années suivantes en ayant validé la spécialité que l'étudiant souhaite pouvoir sélectionner. En Espagne, il n'y a pas ce côté incertitude. Donc, l'une des principales différences, ça va être ça. Ensuite, les autres différences va être directement l'accès à la pratique assez rapidement dans le cadre de la formation et lors du cursus. Allez, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. Je vous invite vraiment à poser vos questions. Vous avez vu, Noémie mouille la chemise et essaye vraiment de rentrer dans le détail. Je répète, on mettra ses coordonnées de toute façon dans le chat à la fin de cette session pour que vous puissiez la contacter directement si vous avez des éléments plus précis à lui demander. Je voudrais savoir, Noémie, quels sont vos conseils pour préparer des études en Espagne, pour préparer une candidature solide et maximiser ses chances d'admission? C'est une très bonne question et elle est assez large. En fait, je ne vais pas pouvoir y répondre comme ça rapidement parce qu'en fait, là encore, ça va dépendre énormément du dossier du jeune parce que on ne prépare pas de la même façon une candidature en médecine qu'une candidature en kiné. On ne prépare pas de la même façon une candidature en commerce international qu'en ingénierie mécanique. Donc, c'est vraiment des choses qui vont varier en fonction du profil, en fonction du dossier, en fonction de la recherche de la famille. Ce qui est sûr, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais c'est qu'on s'y prend jamais trop tôt. Il vaut mieux anticiper un petit peu plus que d'arriver trop tard. Pourquoi? Parce que certains cursus, notamment dans les universités privées les plus reconnues et les plus renommées, se remplissent relativement tôt dans l'année. On a par exemple aujourd'hui des cursus pour tout ce qui concerne les cursus en dentaire, en kiné qui sont déjà complets. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir suffisamment de temps pour anticiper. À quel moment ça se prépare? Dès que le projet émerge un petit peu pour que derrière, vous puissiez avoir les conseils les plus adaptés, identifier l'université qui va être la bonne université pour ce projet et ensuite mettre en œuvre les différentes démarches de candidature. Certaines universités font des candidatures glissantes, c'est-à-dire que tout au long de l'année, il est possible d'y candidater. D'autres fonctionnent par des sessions d'admission et donc il va falloir respecter un calendrier imposé par l'université. Donc ça dépend énormément, soit de l'université, soit du cursus. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, des erreurs à ne pas faire? Les pièges à éviter, c'est de candidater partout sans savoir si le dossier va correspondre aux attentes de l'université parce que ça fait perdre du temps, parfois de l'argent parce qu'il y a des frais de test d'admission qui sont à régler dans certaines universités. Les erreurs à ne pas faire, ne pas forcément savoir ce qu'on a envie de faire directement. En Espagne, il y a moins de possibilités, ou en tout cas, les procédures d'études sont peut-être déjà un peu plus cadrées par rapport à la réflexion d'orientation future. Les écoles de commerce à proprement parler, comme on les connaît en France sur des cursus de 5 ans, n'existent pas de cette façon-là. Il est plus indiqué, par exemple, pour des cas d'étudiants qui veulent faire de l'ingénierie, d'avoir déjà un peu une idée de la branche dans laquelle ils souhaitent partir. Il y a d'excellentes formations qui existent en Espagne pour tout ce qui peut être design, archi, relations internationales, commerce, mais ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon que la France. Donc, il ne faut pas arriver en pensant que ça va fonctionner pareil, qu'en mettant des candidatures sur Parcoursup, on va passer un concours global qui va permettre de rentrer dans plein d'écoles différentes. Ce n'est pas comme ça que ça marche et c'est en ça aussi que l'Espagne reste une bonne alternative à Parcoursup parce que ça donne la possibilité d'avoir une formation différente en rajoutant quand même cette dimension internationale à l'expertise des futurs professionnels que deviendront vos enfants. Je voudrais qu'on aborde sur la fin là, de ce webinaire, il nous reste 10 minutes, un petit peu les spécificités de votre accompagnement. Avant, je vais quand même te faire remonter cette question de Jean qui dit: nous sommes intéressés par des formations vétérinaires, mais nous voyons peu d'écoles. Quel est le taux de réussite à l'entrée? Est-il le même qu'en France? Il n'y a pas énormément d'écoles, c'est vrai. Il est quand même plus facile de rentrer dans une école de vétérinaire en Espagne qu'en France. Après, dans l'université publique, ça va dépendre encore une fois de la note. Donc là, Jean, ça dépendra du dossier scolaire déjà à la base de l'étudiant, parce qu'on pourra lui dire si oui ou non le public est envisageable ou pas du tout. Et ensuite, pour les universités privées, il y a certaines formations en vétérinaire. Il n'y en a pas énormément en Espagne, c'est vrai. Le taux de réussite à l'entrée n'est pas forcément parlant, c'est plus le taux de réussite à la sortie qui est intéressant parce que c'est plus facile d'y rentrer qu'en France, mais c'est surtout aussi plus facile d'arriver au bout quand on est un étudiant sérieux et travailleur. Donc,
Ça va dépendre, là encore, à la fois du dossier scolaire et du niveau de langue de l'élève, parce que ça peut être un des critères indispensables pour pouvoir envisager d'accéder à une formation vétérinaire ici en Espagne. Ok, et écoute, s'il y a d'autres questions qui remontent, profitez-en vraiment. Vous avez vu, on a mis les coordonnées de Noémie là dans le fil du chat. Et puis, donc, n'hésitez pas à les reprendre avec vous. Si jamais vous les retrouvez pas, vous pourrez nous contacter aussi directement via le petitjournal.com. On fera remonter à Noémie vos contacts. En tout cas, je pense que ton intervention, Noémie, elle permet vraiment de bien comprendre qu'on ne va pas en Espagne, étudier en Espagne sans se préparer un minimum. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur les spécificités de votre accompagnement et sur des recommandations assez basiques? J'ai vu qu'il y a une question qui est apparue assez tôt dans le fil du chat sur notamment la tarification de vos services. Voilà, je pense que ces éléments-là, c'est assez intéressant de les aborder maintenant. Je Oui, te bien laisse sûr. parler vraiment de ton sujet. Bien sûr, effectivement. Alors, je l'ai dit brièvement pendant l'intervention, mais en fait, la spécificité d'FE Éduc, déjà, c'est que c'est vraiment l'agence de référence pour les études en Espagne. Ça fait plus de 12 ans qu'on fait ça. On connaît les différents types de cursus, les différents types de campus. Comment est-ce que ça fonctionne? Par un accompagnement individuel, en fait, qui va nous permettre de comprendre le dossier de chacun des jeunes qu'on accompagne. On ne va pas donner les mêmes commentaires pour, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour Jean, par exemple, que pour Karine, que pour Sophie, que pour Julia. On va vraiment adapter en fonction des cas de chacun, en fonction du niveau scolaire, en fonction du niveau de langue, nos recommandations pour qu'on puisse vous accompagner, savoir vous expliquer quelles vont être les procédures d'admission, comment est-ce que ça fonctionne. On vous accompagne sur la totalité du projet. On aime bien dire avant, pendant et même après. Avant pour décider de l'université qui va être la plus adaptée. Pendant les procédures d'admission, parce que s'il y a le moindre souci, on reste là et on est à disposition pour vous. Et après, parce que notamment pour les professions réglementées qui ont besoin de rentrer en France, on organise des réunions d'information tout au long de la scolarité et des événements pendant la scolarité, pendant la formation des étudiants, tout au long des différentes années qui vont passer ici en Espagne. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. En fait, il faut régler des frais de dossier une seule fois qui sont valables à vie sur la plateforme FE Éduc et qui vous permettent d'avoir accès à cet accompagnement individuel personnalisé. Les projets, par rapport aux questions qui étaient là, est-ce que c'est trop tôt de se renseigner? Est-ce que c'est trop tard? Les projets, je l'ai dit, sont idéalement à commencer le plus tôt possible. Donc, si vous êtes en seconde, en première, c'est tout à fait possible de souscrire directement à l'accompagnement des FE Éduc qui restera valable jusqu'à l'année de la terminale, voire même après, parce que parfois on a des étudiants qui hésitent à partir directement en post-bac, puis qui finalement tentent leur chance en France. Souvent, ça ne marche pas forcément selon les filières et qui derrière se retournent à nouveau vers l'Espagne et c'est tout à fait possible et on sera là pour les accompagner à n'importe quel moment de leur projet. Un accompagnement à vie, hein, tu dis, donc on peut commencer à se renseigner et faire mûrir le projet au fur et à mesure de l'évolution aussi de son souhait et de sa maturité, la maturité du projet à proprement parler. Tout à fait. En fait, on a des étudiants qui parfois arrivent en étant déterminés sur le fait qu'ils veulent faire médecine et qui, quelques années plus tard, ont vraiment choisi de se spécialiser dans une branche plus spécifique de la médecine. Oui, c'est tout à fait possible. On en a aussi qui cherchent des choses assez larges au début parce qu'ils n'ont pas forcément encore eu le temps de bien avancer sur leur projet d'orientation. Puis, 2-3 années plus tard, après avoir fait, par exemple, l'équivalent d'une licence en France, ont déjà des idées plus claires sur ce qu'ils recherchent vraiment et ciblent des cursus qui sont un petit peu différents. Donc oui, c'est tout à fait possible. Dès lors qu'on a quand même déjà un peu une idée de ce qu'on a envie de faire, de pouvoir se rapprocher d'un organisme comme FE Éduc pour pouvoir savoir comment mettre en œuvre en fait ce projet d'études supérieures en Espagne. Tu as une idée du nombre d'élèves qui sont actuellement sous votre houlette et sur cette année scolaire? Du nombre de familles qu'on accompagne là cette année, pour l'instant, je l'ai à peu près en tête, oui, je pense. On doit être à plus de 1500 familles pour l'instant déjà cette année. 1500 familles sur l'année, là? C'est énorme. Et depuis les 12 ans de création? On est à plus de 10 000 familles accompagnées, sachant qu'au début, l'équipe était aussi plus petite que ce qu'on est aujourd'hui et qu'on a grandi au fur et à mesure. On est à plus de 10 000 étudiants accompagnés aujourd'hui. Ouais. Et globalement, les étudiants que vous accompagnez, tu peux nous dire un petit peu quelle filière ils choisissent, quelle destination aussi, quelle ville d'Espagne est le plus prisée? Alors, les villes d'Espagne, on va avoir forcément dans les plus recherchées, les villes les plus connues, j'ai envie de dire. C'est quand même clairement Madrid, Valence, Barcelone. Mais nous, on est en capacité de proposer aussi des cursus sur des villes peut-être un petit peu moins connues, comme Alicante, les Canaries ou Malaga, qui explosent aujourd'hui en Espagne.
Les cursus les plus demandés aujourd'hui proportionnellement, on accompagne quand même encore beaucoup d'étudiants qui recherchent des choses en lien avec la santé, dentaire, kiné, médecine, infirmerie, des choses comme la psychologie, mais de plus en plus aussi pour tout ce qui concerne le commerce, les études d'ingénierie, le design, l'architecture, par rapport au degré de reconnaissance à l'international qui va ensuite être possible d'exercer dans différents pays. Donc ça, c'est vraiment les cursus. Aujourd'hui, en fait, il y a les cursus qu'on va dire historiques qui sont associés à l'Espagne et c'est souvent lié à la santé. Mais c'est important de comprendre qu'en fait, aujourd'hui, l'Espagne est calée et en capacité de proposer des cursus d'une excellente qualité de formation pour un excellent rapport qualité-prix dans vraiment beaucoup de domaines différents. En fait, un accompagnement qui va au-delà de votre expertise sur le choix des universités, sur les recommandations propres au cursus et au parcours souhaité de l'élève, et qui accompagne aussi sur l'installation, le logement, qui sont des sujets un petit peu critiques en ce moment. Qui sont des vrais sujets, oui, pour pouvoir venir en Espagne. En fait, on va vous mettre à disposition tout un réseau de partenaires fiables qu'on a construit depuis 12 ans, parce que nous, on ne s'occupe pas directement de faire les recherches de logement, c'est vraiment un métier à part qui est différent. Par contre, on vous renvoie vers des personnes qui vont être en capacité de vous aider, de vous accompagner réellement spécifiquement sur tout le type de projet, en tout cas sur toutes les étapes qui vont être nécessaires à l'expatriation pour venir poursuivre des études en Espagne. Et ça passe bien évidemment par logement, par tout ce qui va concerner les assurances, un accompagnement sur les démarches administratives pour tout ce qui peut être par exemple la réalisation du NIE ou autres démarches nécessaires lors de l'installation en Espagne. Vraiment, on vous met à disposition, si vous voulez, un service complet pour vous permettre de réaliser la totalité du projet de façon tranquille en sachant où vous allez pouvoir mettre les pieds directement. Super. Il nous reste 3 minutes, ce sont les dernières questions. Cécile nous demande quelle est la différence des prix entre les universités publiques et privées. Voilà, elles peuvent être très conséquentes. Les universités publiques en Espagne vont avoir des gammes de prix en fonction du cursus et de l'université qui peuvent aller, on va dire, entre 500 et 2500 euros par an en termes de frais de scolarité. Pour les universités privées, on va être sur une gamme de prix qui va être entre 5 000 et jusqu'à potentiellement 30 000 euros par an en termes de frais de scolarité en fonction du cursus et de la langue d'enseignement. Donc, c'est très variable et c'est une fourchette qui est assez conséquente. Merci beaucoup, Noémie. Je voudrais savoir si tu as éventuellement un mot de la fin à nous transmettre, une petite conclusion sur l'attrait de l'Espagne par rapport à Parcoursup, notamment pour les élèves qui ont des choix de parcours à l'international. Pour résumer, je dirais que l'Espagne, ça ne se résume pas juste à une plateforme de candidature, c'est un vrai choix de vie et la possibilité d'avoir accès à un excellent rapport qualité-prix en termes de formation dans tous les cursus possibles et imaginables. Donc ça permet de passer en dehors de Parcoursup par des solutions et des possibilités qui permettent d'être relativement rapidement fixés sur ces candidatures sans avoir à forcément patienter jusqu'au mois de juin, voire même plus tard quand on n'a pas de retour directement dès le début de la phase de réponse sur Parcoursup. Donc, il est possible de se projeter dans un avenir étudiant en Espagne plus rapidement et plus facilement qu'en attendant la plateforme Parcoursup. Super, très bien. Merci beaucoup, Noémie. Merci à tous pour votre participation et votre fidélité. Vous avez vu que vous avez les coordonnées, donc, comme on l'a annoncé, de Noémie qui sont présentes dans ce chat. Je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter si vous ne les retrouvez pas. On vous les fera remonter via lepetitjournal.com, bien sûr. Et puis, vous aurez, à la fin de cette session, vous recevrez par email le lien pour visualiser le replay. Si vous n'avez pas pu, si vous êtes là maintenant, si vous avez raté le début, voilà. Et puis, nous publierons un article dans lepetitjournal.com avec les liens pour visualiser et puis pour reprendre un petit peu toute l'information sur FEEDUC et les études supérieures en Espagne. Merci à tous, merci pour votre fidélité. Merci beaucoup, Noémie, pour cette belle expertise dont tu as fait part. Merci à tous, bonne soirée. À très bientôt, merci.